Une description de la Louvière un petit peu comme quand on roule en voiture et qu'on approche d'une ville et qu'on voit ses remparts, sa piscine, son centre de, etc. Alors ça donnait ceci: sa pluie, ses poètes, sa zone, son point de vue personnel, le verdoiement de ses crassiers, son harmonie du peuple, son automne, son chant du tramway, ses exilés, la bretelle de son autoroute, ses petites mains, son aube, ses maisons de rapport, ses balcons en fonte, son surréalisme, ses vestiges du XIXe siècle, ses reliefs d'atelier, son degré d'hygrométrie, son fantôme de la rue Ferrer. Là, je fais une incise. La rue Ferrer, c'est où habitait leur grand poète, Chavet. Ses aménagements de la place Maugritou, ses ensembles ethniques, ses pistolets du matin, son drapeau blanc, son incontestabilité, son hockey, ses origines, l'hispanique éclat des yeux de ces jeunes filles, sa fondamentale centralité, ses moules, son rayonnement, sa limonade, ses nuits, sa louve vierge. Il y a quelques allusions à Paul Bury dans tout ça. Hispanique. Je trouve que Paul Bury a un côté espagnol dans la gueule. On le voit très bien en torero. On le voit très bien en costume de toréador. Et puis la Belgique est marquée par l'Espagne. Quand je dis ces balcons, il y a beaucoup de balcons en Espagne, il y a beaucoup de balcons en Belgique, parfois même quand il n'y a rien qui passe dans la rue. C'est pas pour rien qu'on dit une espagnolette, en France on dit une crémone. Il y a beaucoup de choses espagnoles en Belgique, très savoureuses, puisque dès qu'on passe la frontière, il y a des filles qui s'appellent Carmen. C'est frappant. Alors Paul. J'ai commencé assez tôt à griffonner dans mes cahiers. Je sais pas, sans doute parce que j'étais incapable de faire autre chose. Et ce qui se trouvait dans mes cahiers et dans mes livres d'école ne m'intéressait pas. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à commencer à faire de la peinture quand j'avais 16 ans, d'aller à l'école des Beaux-Arts de Mons, où je n'ai pas appris grand-chose. Et ensuite, à la même époque, un an après, quand j'avais 17 ans, j'ai eu la chance de rencontrer des surréalistes comme Achille Chavet, puisque la Louvière était une espèce de creuset où il y avait des gens qui s'intéressaient au surréalisme, puisqu'en 1935, il y avait déjà eu lieu une grande exposition internationale du surréalisme, où avaient été exposés Miro, Dali, Picasso et Max Ernst et d'autres encore. Et Magritte, bien sûr. C'est à partir de ce moment-là que mon intérêt s'est précisé. L'action de peindre est devenue quelque chose de plus important, où ont été mêlées des préoccupations, disons, politiques et morales. C'est en 1938 que l'événement capital dans sa vie va se produire, la rencontre avec Chavet. Chavet, qui en 1938 revient de la guerre d'Espagne, où il s'est engagé dans l'armée républicaine. Et c'est à Bruxelles, au pied d'un escalier, Chavet étant à l'étage, qu'il rencontre ce personnage qui va modifier un peu toute sa façon de voir et de concevoir ce qu'on avait appris à l'école, de voir et de comprendre. Un Chavet qui ruait dans tous les brancards de l'académisme et des idées toutes faites, qui voulait tuer Balzac, qui voulait tuer Beethoven, qui voulait tuer tout un ensemble de personnages appartenant, dans le fond, un peu au panthéon scolaire. Et ça allait traumatiser Bury. Ainsi, ces natures mortes de Mons s'écroulaient, le vase était brisé comme un soissons. Les paysages disparaissaient de son regard et les femmes nues aussi.
D'autant plus qu'en 1938, Chavet, qui avait créé ici à la Louvière en 1934 le groupe Rupture d'obédience surréaliste, très marqué par l'influence de Breton et l'écriture automatique, l'a introduit dans le milieu bruxellois et lui fait connaître Magritte et son œuvre. En 1940, d'ailleurs, le jeune Bury participe aux deux seuls numéros de l'Invention collective, une revue que dirigeait Michelet, c'est-à-dire Hubac. Donc, bien engagé dans cette voie où l'image prend son véritable caractère poétique. Après la rencontre des surréalistes, il était fatal que je me détache de l'école. J'ai dû aller travailler en usine, ce qui m'a donné aussi une autre optique des choses et des relations qu'on peut avoir entre les gens. Alors il y a eu la guerre qui a été une espèce de véritable traversée du désert, c'est-à-dire que physiquement on ne pouvait plus travailler, quoi. On était surtout occupé à vivre au jour le jour, même d'une heure à l'autre. Et je me suis retrouvé en 1945 avec toujours faisant de la peinture surréaliste, mais cela ça se résume peut-être à une dizaine ou une quinzaine de tableaux en tout, de 39 à 45. Et petit à petit, comme il y a eu un intérêt plus grand à cette époque du fait de la libération, on s'est plus intéressé aux formes de la peinture. Et moi, par la suite aussi, je me suis intéressé à la peinture plutôt en tant que langage, c'est-à-dire les formes, la couleur et les rapports de ces formes et de ces couleurs. Et à la fin de la guerre, ce sera la dernière exposition à laquelle Bury participe, exposition surréaliste. Et à partir de ce moment, on constate un certain éloignement, qui est très mal vécu d'ailleurs par Chavet et par Magritte, qui considère cet éloignement à l'égard du surréalisme comme une trahison. Pour Bury, c'est simplement le fait qu'il était temps pour lui d'échapper à la tutelle de Magritte, un petit peu une façon de couper un cordon ombilical qui commençait un peu non seulement à le déranger, mais à l'agacer. Bury s'éloigne insensiblement et ça se fait mal. Bon, trahison, Chavet le traite méchamment même dans certaines circonstances. Magritte refuse de lui serrer la main quand il le croise. Et n'oublions pas qu'en 1946, Bury n'a que 24 ans aussi. Hein, c'est donc un âge aussi, dans le fond, sensible. Et en 1948, ben, c'est la naissance de Cobra. Et par le fait des rencontres, Bury s'engage dans Cobra. Plus attentif d'ailleurs au rôle et aux œuvres des poètes, des écrivains de Cobra, qu'aux artistes peintres. Le caractère sauvage des peintres de Cobra ne répond pas à sa nature. Lui fréquentait l'aile littéraire de Cobra et moi beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il allait à des réunions chez Christian d'Autremont et moi quasiment pas, parce que Christian d'Autremont venait plusieurs journées par semaine et quand il était à Bruxelles, travaillait aux ateliers du Marais où nous avions une maison communautaire. Paul était encore peintre à cette époque-là, mais au fond, il a vécu une sorte d'échec en peinture. Il s'est formidablement bien rattrapé parce qu'il a trouvé exactement ses moyens d'expression. Mais il avait un côté anti-peinture qui marche tout à fait bien avec sa formation surréaliste, où il y a parfois une attitude anti-art ou anti-peinture. Mais Cobra, c'est un court moment. En 1951, Cobra s'aborde et la voix de Bury évolue vers l'abstraction, non pas sauvage ou lyrique à la façon des Cobras,
mais de façon plus rigoureuse vers l'abstraction froide qui conduira rapidement au plan mobile et à l'abandon du tableau proprement dit, c'est-à-dire des deux dimensions, du cadre. Dès 1952, mon problème a été d'échapper au langage pictural. Dans les premiers plans mobiles, il y avait encore des formes et des couleurs. Et le mouvement n'était qu'un moyen qui aidait à la transformation de la composition. Pour Calder, pour Bury, a été fondamental. Il le raconte dans ses souvenirs que c'est après avoir visité l'exposition Calder à Paris, chez Mag, qu'il a compris qu'il fallait passer à autre chose que la peinture et qu'effectivement, il s'est retrouvé face à quelqu'un pour qui, je crois, il avait une immense admiration, mais en même temps, c'était un défi énorme parce que Calder, c'était quand même un géant de la sculpture moderne et qu'il fallait faire des œuvres cinétiques sans avoir l'air de faire du Calder de deuxième catégorie. Donc, il y avait déjà ce décalage entre mouvement, pas de mouvement. Il estimait que Calder avait tout fait et que l'air appartenait à Calder et qu'il ne fallait pas aller sur les traces de Calder. Il a très peu, même quand il a appelé certaines œuvres des girouettes, c'était pas le vent qui animait ces girouettes, c'était le promeneur qui pouvait les faire tourner, éventuellement modifier leur profil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se passionnait pour l'eau, parce que l'eau, ça n'appartenait pas à Calder. Nous avons en 1950, ou autour peut-être 51, peut-être 52, créé l'Académie de Montbéliard. Nous avions trouvé une petite maison dans la Thiérache, entre Chimay et Beaumont. Comme nous avions une ferme, plutôt une ruine, il était bon de la glorifier, et on en a fait une académie, l'Académie de Montbéliard, car le patelin était Montbéliard, un joli nom d'ailleurs, le mohair était quand même encore à sa place. Et comme nous avions une académie, il fallait avoir une pensée. On a créé la pensée boule, qui est devenue la pensée bulle, la boule étant d'ailleurs une forme, un volume cher à Bury, qui dans son art et dans le mouvement jouait un rôle très important. Et comme nous avions une pensée, mais il fallait une revue pour la diffuser, ce fut le Daily Bull, ou Daily Bull, moniteur de l'Académie de Montbéliard, moniteur de la pensée boule et de l'Académie de Montbéliard. Et le premier numéro est sorti en 1957. Le Daily Bull existe toujours, alors qu'on croyait que ce serait une aventure tout à fait éphémère, qui est partie comme un jeu, et qui est resté en grande partie d'ailleurs un jeu, mais avec des facettes parfois plus sérieuses, plus sévères, plus audacieuses aussi. L'académicien Paul Bury lançait de sa voix teintée de narquoiserie audacieuse ces mots. 2 points. Disait-il. L'incompréhension fut toujours le sort des grands novateurs. Soyons d'abord incompréhensibles. Ensuite, nous serons grands. Après cette belle leçon de comédie, de poésie et de modestie, je vais moi aussi reprendre la parole pour revenir à des choses peut-être plus pragmatiques. La Louvière n'est pas Venise. Qui me contredira? Où sont les gondoles? Serais-je insolent en prétendant que la maison du peuple de Lune n'a pas la gracieuseté du palais des Doges de l'Or?
Toutefois, si son église ne contient aucun Tintoret, son clocher, par contre, est d'une audace architecturale inouïe, car pour la première fois dans l'histoire, l'absence tient lieu d'existence. Ils ont fait le délébule avec ce qui les amusait l'un et l'autre, enfin ce qui les intéressait. Donc les amis travaillaient pour le délébule, Pierre a travaillé pour le délébule. Toi aussi. Oui, moi aussi, j'ai publié plusieurs petits livres au délébule. Olivier, notre fils aussi, mais pas seulement, il y a eu, je veux dire, tous les amis de Paul collaboraient au délébule, vous voyez, et il y avait une sorte de groupe, il y avait des gens, et une forme d'humour quand même, l'humour de Topor, qui a l'humour de Maurice Henry, l'humour de André François, très important. J'ai participé immédiatement, avec enthousiasme, au délibule. J'habitais déjà la France et ça me reliait à la Belgique et à un humour que nous avons en Belgique et qui est apprécié par les Français du moment qu'on ne leur dit pas trop que c'est spécifiquement belge. Ce qui nous plaisait et nous plut à travers cette aventure du délibule, je simplifie beaucoup, hein, c'était de brouiller certaines pistes, hein, de mêler chez certains artistes la plume et le pinceau, hein, éditer des textes de peintres, hein, et des images d'écrivains. J'ai quitté la Belgique, par exemple, en 1960, et je suis venu m'installer ici, en France. J'avais d'abord pensé aller m'installer en Italie, à Milan, où il y avait une grande activité à ce moment-là, et puis il m'a fallu quelques mois pour me rendre compte que je n'étais pas fait pour cette vie agitée, et aussi peut-être une question de langage, quoi, le fait de se sentir en deçà de la langue parlée et de la mentalité aussi, ont fait que je me suis retrouvé quelques mois après à Paris, aux environs de Paris, à Fontenay-aux-Roses, où alors j'ai commencé à travailler et puis j'ai trouvé quand même un intérêt dans ce que je faisais. On l'a connu à Fontenay. Il sculptait le bois, il faisait bouger les petits cylindres, il faisait bouger des formes. Les machines, il ne voulait pas qu'elles aillent vite, il ne faut pas se tromper. Les machines, il les voulait peut-être silencieuses, pas vraiment, mais en tout cas lentes. Il me disait, ce qui est merveilleux, c'est quand on n'est pas sûr que ça ait bougé. Et ça lui plaisait vraiment. À l'époque, il n'est pas tardé à exposer à Paris, c'est-à-dire dans la galerie d'Iris Clair, qui était la galerie moderne qu'il fallait. Et puis après, ça a été très rapide. Il est tombé dans une galerie fortunée, très riche, qui lui a changé sa vie, qui est la galerie Mag. Il s'entendait très très bien avec Mag, mais Mag était un homme très généreux. Et en fait, la première fois qu'il est venu à la galerie, c'était fin 50, et il a été formidablement frappé par une exposition Calder. Et il le dit dans sa biographie, il souhaitait un jour rentrer dans cette galerie qui exposait Calder. N'est-ce pas ? À l'époque, il était surtout connu pour faire des œuvres en bois. Le support était du bois, et du bois teinté, et il y avait sur ces différents aspects du bois, ou des planches, ou des parallélépipèdes, ou des cubes, des interventions qui étaient faites de petits objets, triangulaires, ronds, des fils de fer, au bout desquels étaient peints de minuscules floraison, si on peut dire comme ça, qui bougeait lentement. C'était ça le travail de Bury à l'époque. C'était la lenteur. C'est toujours resté la lenteur d'ailleurs. C'était quelque chose qui vraiment, il était le spécialiste. Alors, dans le mouvement, puisqu'il a voulu s'inscrire
dans les artistes qui privilégiaient le mouvement à travers des moteurs ou à travers le vent comme Calder, il a toujours été celui qui a ralenti les choses. C'était un ralentisseur, Bury. Dans le fond, le problème pour Paul, sculpteur, c'était à un certain moment de retourner au papier, et sans trahir l'idée de mouvement. Donc il a commencé par faire des cinétisations. Et là, c'était le traitement de l'image réelle, une photographie en général, dont la technique consistait à découper avec des emporte-pièces une partie de l'image. Et ces emporte-pièces étaient d'un diamètre décroissant, ce qui formait des espèces de rondelles dans l'image, dans le papier. Je pense que les cinétisations sont venues aussi de cette idée de mouvement de l'aplat. Et c'est en ça qu'il est novateur. C'est qu'il arrive à faire croire au mouvement en deux plans, en deux dimensions. Pour la première fois, j'ai vu les œuvres de Paul en 1964. Et j'étais assez fascinée. Et c'était dans le musée, c'était partout. C'était chez John Lefebvre, la galerie John Lefebvre, qui était pratiquement la seule galerie, ou une des seules galeries à New York qui était en train de montrer les Européens. Et avec John Lefebvre et Pierre Matisse, je crois que c'était les deux le plus important. Et Pierre Alechinsky, l'avait présenté à John Lefebvre. Et John Lefebvre tout de suite avait dit « Ah, je veux faire une exposition à New York ». Et il a tenu son promis, et voilà, Paul est allé à New York. Et il a tout vendu avant le vernissage. J'ai eu la chance qu'à ma première exposition, ça a été un assez gros succès. Et cette exposition venait en septembre 64, juste après ma participation à la Biennale de Venise, où enfin on s'était aperçu de ce que je faisais. Enfin. Et cela venait quand même après une dizaine d'années de travail, et pour moi c'était une espèce de soulagement. Et ce soulagement a coïncidé aussi avec ce premier voyage aux États-Unis, à New York surtout, et où j'ai découvert non seulement la ville moderne, la vie moderne, et puis aussi des gens assez particuliers, assez ouverts, avec un grand enthousiasme. C'est surtout à partir du moment où il est venu travailler chez Arte que nous avons eu des relations plus qu'amicales. C'était vraiment... Nous aimions beaucoup de choses, nous avions beaucoup de choses en commun. Donc c'est comme ça que j'ai connu Bury, et il a fait chez moi à l'imprimerie un grand nombre de lithographies, de gravures, de livres qu'il est venu réaliser chez moi. Alors à partir de ce moment-là, c'était plus que de l'amitié, c'était une complicité qu'on avait ensemble. Et dans cette imprimerie, Bury a découvert la gravure et a pu faire des gravures en mouvement. C'est-à-dire qu'il a utilisé énormément la gravure et les tôles découpées qui s'éclatent et qui s'écartent, qui sont ancrées une seule fois, ce qui fait que la première impression est foncée, et plus on va vers l'extérieur, plus elle s'éclaircit. Donc c'est comme une gravure en mouvement, ce sont les mêmes éléments, mais ils sont en mouvement. Alors cette gravure, elle s'appelle Anneau, et en fait ce sont des monotypes. C'est-à-dire que Bury a pris des lanières, comme vous pouvez voir, de métal, qui ont été ancrées à l'imprimerie, de différentes couleurs, et à chaque tirage, il déplaçait les lanières. Ce qui fait que c'est un tirage à 30 exemplaires, mais en réalité, il n'y en a pas deux identiques. C'est-à-dire que chaque élément, vous voyez que c'est constitué de plusieurs éléments, chaque élément était déplacé à chaque fois qu'on mettait une nouvelle feuille, et ancré d'une couleur différente. Donc, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure du mouvement, même dans la gravure, c'est-à-dire que même dans une gravure comme celle-ci, si on voit deux exemplaires du même tirage, l'un à côté de l'autre, ils sont absolument différents. Et notamment à travers ces gravures, que ce soit celle-ci ou d'autres, puisqu'il a fait plus de 60 ou 70 gravures chez nous, qui ont toutes ce même caractère de mouvement, d'éclatement,
il a travaillé sur au lieu de prendre du cuivre, il a pris des morceaux de bois pour qu'il y ait la veine du bois sur la gravure. Donc, je pense que c'est un artiste qui était profondément dans son temps et profondément passionné par les matériaux. Ce qui est fascinant, c'est ce mouvement que Bury imprime à ses sculptures. Et il est certain que Calder faisait se mouvoir ses sculptures avec le vent, avec l'air, puisque ce sont des mobiles, mais les mobiles de Bury se meuvent avec l'électricité. Et les guitares qui créent une musique très étonnante, puisque ce sont des cordes de piano, des cordes de guitare qui sont tendues, et avec des petits morceaux de bois ou de métal qui viennent de manière aléatoire créer une nouvelle musique, c'est formidable. Donc c'est vraiment un artiste qui a cherché, qui a été assez loin dans la recherche du mouvement. Quelqu'un m'avait dit, ces œuvres que vous adorez, il y a une autre exposition. C'était vers 66. Et évidemment, je suis allée. Paul était là pour le vernissage et je l'ai rencontré à ce moment-là. Ça a duré pendant 40 ans. Le métal, il démarre ça aux États-Unis, où il a loué un atelier et il a travaillé avec du métal. Et il a quitté tout ce qui était les entités érectiles avec des fils noués. Mais je dirais que je pense que Paul Bury est venu au métal aussi pour s'éloigner du bois, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour lui, le bois était sans doute quelque chose qui était encore trop lié à une sculpture naturelle, à une sorte d'évocation de la forêt, à une sorte d'évocation biologique. Et le métal a cette froideur, cette distance qui l'intéressait. Il a toujours pensé qu'il était un héritier de Calder, à cause du mouvement, bien entendu. Mais Calder n'avait pas besoin de moteur, n'est-ce pas? Et Bury avait besoin de moteur et d'électricité. Il travaillait avec des aimants. Le courant électrique faisait tourner des aimants qui tout à coup sollicitaient. S'il y avait une planche comme ça, ou un cercle, il y avait des boules qui restaient tranquilles, et en dessous, il y avait des aimants qui tournaient lentement, qui sollicitaient les boules, qui les faisaient trembler, et qui les abandonnaient, qui en fait trembler d'autres, qui les faisaient se rassembler, ou au contraire s'éloigner les unes des autres. Alors ici, le problème a été résolu par la rotation d'un aimant qui entraîne lui-même la sphère qui se trouve ici, donc qui est simplement posée sur le cube à l'intérieur duquel se trouve l'aimant qui tourne avec une très grande lenteur. Donc ce qui provoque par cette lenteur des rotations irrégulières de la sphère. Donc à l'intérieur du cube se trouve le moteur sur lequel est branché l'aimant. Donc ici, le moteur tourne toujours, il est branché sur l'électricité et on peut voir à quelle vitesse il tourne. La vitesse de rotation ici du moteur est de 1 tour par 5 minutes. C'était à New York très turbulent parce qu'on a eu la guerre
contre le Vietnam. C'était assez violent même, les manifestations chaque jour. Et aussi, c'était le mouvement de droit civil que j'étais très impliquée. Donc, ça faisait l'Amérique très, très chaud à ce moment-là. Je vais revenir à l'Université de Berkeley, parce que ça, c'était un moment, pour nous, c'était un de nos grands moments dans notre vie, parce que notre fille était née. C'était le seul unique enfant de Paul. Et Paul avait dit, je suis un père et grand-père au même temps. Et il était très, très excité quand ma fille Michelle était née à Berkeley. Il faut le dire que ça a changé sa vie. Lui et sa fille étaient assez proches. Ma fille, c'est une artiste aussi. Et elle a inhérité quelque chose dans sa main, le don de Paul. Et elle est professeure à Californie. Elle est, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle est rentrée à Californie. Parce qu'on est revenu ici quand elle a eu que 2 mois. Et Paul a fait une très, très grande carrière aux États-Unis. Il a fait énormément de expositions dans les musées, de Cité 1, de Guggenheim, qu'il avait fait aussi à l'Université de Californie à Berkeley, Université de Californie à Los Angeles, Minneapolis et beaucoup d'autres aussi. Son œuvre était fait pour New York et surtout avec tout le verre qui a transposé le bâtiment en face. Il était dans un état. Il n'est pas arrêté de marcher dans les rues, de faire les photos. Justement, il a fait énormément de photos avec un photographe qui s'appelle Sam Falk de New York Times. Et il a eu les boules qui envahissent la ville. On parle d'il y a 40 ans. C'était très amusant. Et même il a fait le fameux tour en train de tomber. Tous les ponts, il a fait tomber pour adorer ça. De faire les gratte-ciels. Donc, New York est totalement, how do you say, was made for him. And his idea de faire, ramollir les choses. Donc, évidemment, il était fasciné. Le ramollissement est une autre façon pour moi de faire bouger les choses et ici aussi les gens, à l'aide d'un miroir mou, qui est un miroir plastique, derrière lequel une grande quantité de vis peuvent exercer une pression à différents endroits de ce miroir. Et ainsi me laisser les traces de mouvements qui ont lieu sur les choses et aussi sur les figures. Le premier film qu'on a fait avec Paul Bury, c'était avec la Tour Eiffel. Donc l'idée qui intéressait Paul, c'est d'expérimenter ses essais, ses expériences avec les miroirs. Le miroir mou, en l'occurrence, tendu sur un cadre assez grand qu'on a pu installer sur le toit des ascenseurs de la Tour Eiffel.
Donc on a installé ces miroirs inclinables et assez grands sur le toit des ascenseurs, et les ascenseurs montaient et descendaient, et on pouvait filmer évidemment en travelling continu pendant la montée ou la descente des ascenseurs. Donc on était installé sur le toit des ascenseurs avec un caméraman, les miroirs, un ingénieur du son aussi, et on filmait comme ça en continu. Donc on avait, Paul lui déformait les images derrière les miroirs, parce que ce sont des miroirs tendus, mous. Donc le moindre point sur l'arrière du miroir crée une déformation qu'on pouvait filmer. Et alors le côté justement métallique et très très stable de la Tour Eiffel se transformait en forme organique, un peu style nouille, moderne style, et donc tout ça en continu. C'est des documents où on le voit travailler, on le voit qu'il y avait une espèce de complicité avec l'équipe, que lui-même photographiait, lui-même se mettait dans le miroir. Enfin bon, tout ça, il y avait une sorte de plaisir, de jubilation dans tout ça. Je crois que on s'amusait à le déformer dans le miroir. Après, lui, on a fait l'expérience avec Picasso déformé dans le miroir. Le maître et son modèle qui jouent d'une manière facétieuse. Hein. Donc, tout ça, c'est tout un jeu. Un autre film qu'on a fait avec Paul, plus centré, plus documentaire, c'était sur ces colonnes, la forêt de colonnes animée qu'il a créée aussi au départ, qui était commandée par la régie Renault, parce qu'à l'époque il y avait un service mécénat, un service artistique à la régie Renault qui commandait des œuvres à des artistes. Et on a accompagné un petit peu ce travail-là, on l'a fixé aussi. Le gars a toujours fait des choses exceptionnelles. Cette forêt qui a été donc fabriquée chez Renault, chaque pièce bouge très lentement. C'est de la sécortène, donc il est rouillé pour une fois pour toutes. Quand il a eu cette idée, je sais que chez Renault, ils n'étaient pas du tout dans l'arbre, Renault. Eh bien ça les a passionnés. Nous avons exposé ces colonnes dans la cour de la Fondation pour la première fois. Ensuite, elles sont allées, parce que c'est compliqué. Il y a une base qu'il faut déceler, c'est très compliqué. Elles sont parties dans plusieurs musées en Europe. Et enfin, finalement, ici, on les a installées ici définitivement. Et les dessins qu'il a faits lorsqu'il a réalisé les colonnes pour Renault, il a travaillé pendant des mois et des mois avec les ingénieurs de Renault. Les ingénieurs ont des langages un peu ésotériques. Mais pour Bury, c'était une évidence. Et il a fait ces 25 tonnes de colonnes qui sont en acécortène, ce qui était extrêmement novateur à l'époque, et qui se trouvent maintenant sur notre propriété à Saint-Paul. Les colonnes, c'était mécanique, hein, donc c'était simplement une biellette qui monte et qui descend, qui faisait osciller. Donc c'est un mouvement très répétitif. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit très très lent, sinon ça devient vite très répétitif et mécanique. En fait, tout ça était assez passionnant. Et il s'est passionné évidemment pour la réalisation de ces colonnes qui ont d'ailleurs obtenu le prix Giron à l'époque au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et qui ont circulé à travers plusieurs grands musées. Ça a été important pour Bury pour une raison essentielle au démarrage, c'était l'œuvre monumentale. Comme le titre qu'il a choisi l'indique, le volume 25 tonnes de colonnes. C'est pas un titre très artiste, volontairement d'ailleurs. Toute première fontaine est 76, qui est une fontaine en cortène. Et il y en a eu quelques-unes derrière, je dirais peut-être 5 ou 6, jusqu'en 80. Et moi je suis arrivé pour vraiment le gros projet de la fontaine d'Anvers. Il a été devenu déjà une fontaine surdimensionnée par rapport à ce qu'on voyait. Le plus passionnant, je crois que ça a été celle du Japon. Je
je ne sais plus moi, c'est 4 ou 5 conteneurs de Smirnoff pleins. Les gens sont fiers d'aider à monter ça. C'est là aussi beaucoup de croquis, photomontage maison que Paul faisait à l'atelier. On faisait des photos nous-mêmes du site, des croquis ou même de montage de fontaines existantes et les mettre dans les bassins sous forme de montage, je dirais pas à la va-vite, mais artisanal, juste pour se rendre compte des volumes. Il doit faire 20 mètres par 12 ou quelque chose comme ça. Donc ici, on n'a pas pu la monter entièrement. Malgré l'espace, on n'avait pas l'espace, on n'avait pas de bassin assez grand. Mais on avait fait des maquettes en bois, il y avait des croquis de base, des maquettes à l'échelle, où là on s'est rendu compte qu'on était dans le ton. Mais on a vraiment découvert la fontaine qu'à la mise en route là-bas. Quand on travaille avec un artiste comme Paul, la complicité devient obligatoire, sinon on ne peut pas travailler. Les fontaines sont vraiment une ode au mouvement. Et je vois la fontaine de la Fondation, elle allie l'eau, bien sûr, le métal, mais le bassin lui-même est fait en ardoise. Donc on a l'eau, le feu et la pierre, et la terre. Donc je pense que Bury avait cette... et puis il y a le végétal autour. Il a vraiment envie il apporte quelque chose de vraiment novateur. L'eau, très simplement, c'est une force. C'est-à-dire qu'avec de l'eau, on peut mettre en mouvement des volumes qui pèsent lourd. Et l'eau me permettait, en fait, parce que j'étais fort préoccupé de pouvoir arriver à faire de la sculpture monumentale avec des moyens très limités parce qu'on peut les maîtriser plus facilement. Et comme je voulais faire des sculptures monumentales, j'ai pensé que l'eau pouvait m'aider beaucoup à faire bouger justement les volumes. C'est ce qui est le cas, puisque le principe de fontaine, c'est un contrepoids d'une part, d'un côté d'un cylindre par exemple, et puis un apport d'eau qui contrarie le contrepoids et qui fait balancer le cylindre. La même chose pour les sphères. Il y a une valeur symbolique dans l'eau et puis une valeur quasi mystique, parce que ce qui était assez étonnant, c'est l'attraction qu'exerce une fontaine de la même façon qu'exerce l'attraction pour un feu de cheminée ou un feu quelconque. Le regard, l'homme est attiré par le feu, comme il peut attirer par le spectacle de l'eau. Jean Tardieu ne disait-il pas de ces fontaines, on les regarde pour les entendre, on les écoute pour les mieux voir. Voilà, alors je crois que tout le génie de Paul est là. Le fonctionnement faussement aléatoire qu'il imposait à ces fontaines, dans la saveur de leur rythme saccadé, dans leur musicalité, qui en font toujours, pour reprendre une formule de Jean Tardieu, des sculptures à cordes. Des instruments où les boules s'évitent, les cubes ou les cylindres s'affrontent, où tout un sémi de tiges érectiles vibre, en suivant un rythme qui, la formule n'est pas de moi, mais en suivant un rythme qui déshabille le temps, qui le dilate en le ralentissant. Paul Bury commence à concevoir des bijoux vers 1968 sur les conseils de l'orfèvre Giancarlo Montebello, qui vit à Milan. L'intérêt que l'artiste porte aux œuvres de petit format sont en opposition à ces sculptures qui, elles, ont un vocabulaire plastique gigantesque. Toutefois, l'idée du mouvement se retrouve, non pas par une force motrice, mais conduite par une force organique qui, pour l'essentiel, est donnée par la femme. Les bijoux sont en or, ils sont aussi bien bracelets pendentifs
collier, boucle d'oreille que bague, et on retrouve un vocabulaire habituel chez Bury. Le cercle, le carré, des petites tiges qui font référence aux érectiles, le tout sur des surfaces planes, polies, qui reflètent également la lumière ambiante. Au-delà de la collaboration avec Giancarlo Montebello, durant la carrière de Bury, d'autres éditeurs apparaîtront, notamment la Fondation MAG avec Jacques Buguin en tant qu'orfèvre. Et par la suite, c'est Velma Bury, son épouse, qui reprendra cette édition de bijoux avec la collaboration de Marco Filippini. Alors, on a travaillé avec Paul dans cette première exposition qui était c'était pas des éditions d'ailleurs, c'était des sculptures originales, mais c'était des tirages qui étaient faits à partir de plaques de cuivre. Voilà. Donc, il avait donné un mouvement, si vous voulez, à l'ensemble de cette sculpture et qu'il avait arrêté dans le temps. Donc, c'est ce qu'on a appelé les volumes figés. Et nous les avons produits et présentés en petit format, d'environ 30 cm, mais également dans des formes un peu plus monumentales, puisque c'était des sculptures qui faisaient entre 1 mètre et 1,50 mètre et que nous avions présentées à la FIAC autour de cette fontaine. Donc ça, c'est tout un pan de travail pour lequel on était assez passionné avec Paul de voir comment il arrivait à arrêter le mouvement. Car qui dit cinétique dit mouvement, mais là, il avait, tout en restant fidèle, si vous voulez, au chemin qui s'était tracé depuis de nombreuses années, réussi à arrêter ce mouvement qui était la colonne vertébrale de son travail. On a ensuite montré tout un ensemble de tiroirs, ce qu'il avait appelé les tiroirs, et ça avait été extraordinaire parce que l'idée de ces tiroirs était venue du fait qu'après la FIAC, nous avions un très joli parquet, son assistant avait récupéré le parquet, et c'est avec le parquet qu'il a fait ces sculptures qu'il avait appelées tiroirs. Et ces tiroirs, en fait, étaient venus d'une demande tout à fait précise faite par la maison de champagne Pommery, qui lui avait confié un magnum dans sa boîte et qui lui avait demandé de le transformer en œuvre d'art pour leur collection et pour leur promotion. Et Paul avait eu l'idée, si vous voulez, de ne pas travailler sur la bouteille, sur le magnum, mais de travailler sur la boîte en bois. Et cette boîte en bois, vous savez, ces boîtes qui renferment les bouteilles de vin, ce sont des boîtes coulissantes. Et donc, il l'avait mis à la verticale. Sur la boîte, il avait installé des petites billes de liège sur des ressorts. Et il y avait un système mécanique qui faisait que la boîte s'ouvrait et se fermait. Et quand la boîte se fermait, les petites billes bougeaient. On avait l'impression d'avoir des bulles de champagne. Et cette idée, qui était assez extraordinaire, de bouteilles de champagne dans son coffret, il l'a déclinée ensuite sur ces volumes tiroirs qu'on a présentés ici à la galerie et qui avait été aussi plutôt un grand succès. Donc ça a été vraiment une exposition avec 25 sculptures d'une série bien déterminée, bien précise, qui allaient toutes dans le même sens, mais qui, ou par la forme des bulles qui devenaient des carrés, ou par la forme du tiroir, enfin, il y avait une modification, mais c'était vraiment une série. On a ensuite montré toute une série de grands reliefs, de la même façon qu'avec des boules de liège colorées qui bougeaient. On a montré des grands arbres aussi, des espèces de grands totems qui fonctionnaient avec des moteurs et qui faisaient bouger des palmes. On avait l'impression de grands palmiers, de se retrouver dans un désert où on avait ces palmiers qui venaient fonctionner devant vous. Donc on a avancé avec Paul dans son travail de sculpteur dans le cinétique. Et puis là où il nous a surpris un jour, c'est qu'il est venu travailler à la galerie en me demandant si on pouvait lui trouver les photos de tableaux de Ingres. Donc on a commandé des hectachromes au Louvre. Il a pris ces photos, il est rentré chez lui, il s'est mis sur Photoshop, alors que c'est un monsieur qui était quand même déjà d'un certain âge. On n'aurait pas imaginé un seul instant qu'il s'intéresse à l'informatique. Et il a déformé ces photos grâce à Photoshop. Il a fixé les images quand il en était content et on les a tirées sur toile. Et il a appelé ça d'ailleurs des monotypes numériques. Et on a fait une exposition à la galerie de monotypes numériques. Et là, ça a été vraiment tout à fait étonnant parce qu'il était revenu sur 2 dimensions. Et toujours pareil, il intégrait le mouvement, le cinétique, dans un tableau de Ingres qui déformait avec sa vision en fixant définitivement l'image. Et on a fait cette exposition accompagnée d'un catalogue d'ailleurs. Voilà les grands chemins que nous avons eus avec Paul. Ces dernières sculptures que j'ai vues à Perdonville et qui avaient été aussi exposées à Sénef après, sont des sculptures qui sont mues par le vent. Alors qu'avant, ces sculptures étaient mues par des moteurs, ou par l'eau, par le basculement, le poids de l'eau, un système. Mais les toutes dernières sont des sculptures mues par le vent, et il avait dit que c'était en relation avec ses souvenirs de Calder, les sculptures de Calder, qui bougeaient
par le vent, où il n'y avait pas de moteur. Il a fait des choses désopilantes. La désopilance, c'est un très grand mot du Délibule, ça. La désopilance. C'était un grand frère. Une belle rencontre. Belle rencontre. Très intelligence. Ah oui, ça, Paul, vraiment, c'était, il avait un côté comme ça, un peu anti-intellectuel, mais l'intelligence technique, symbolique aussi de ces sculptures, c'est évident, c'est ça. Et toi, tu penses ça? Non. Oui, aussi. Humour, humour et humour. On n'a pas, il était quelqu'un de drôle. Hein. Il y a ici une sculpture qui représente la démarche de Van Gogh, où c'est une paire de chaussures qui lui servait à faire le jardin, qu'il a mis sur la sculpture et qu'il a fait marcher toute seule. C'était pas de l'humour. Il fallait le connaître, quoi. La démarche de Van Gogh, c'était aussi ses vieilles chaussures à lui qui marchaient. Je pense qu'il y a beaucoup de verticalité parce que c'était quelqu'un de très vertical. C'est pas quelqu'un qui se couchait. Je crois que c'était André Balthazar qui a dit c'est pas quelqu'un qui marchait en file indienne. Et puis, moi je dirais un autre mot, ce qui serait ilozoïsme. Alors l'ilozoïsme, c'est une façon de considérer la nature comme animée. C'est un mot grec qui évoque le fait que chaque élément naturel peut être animé d'une vie propre. Et je pense que toute la sculpture de Bury est ilozoïque en fait. C'est-à-dire que chaque sculpture a sa vie personnelle. Il a toujours été celui qui a ralenti les choses. C'était un ralentisseur, Bury. Paul a travaillé dans tous les aspects. Si vous voyez même dans cet appartement, dans tous les matériaux, il n'est jamais resté dans une sorte de chose. Des hommes. Donc les hommes rient, chantent, et je pense que c'est ça qu'il faut garder de Bury. C'est un homme qui était profondément dans la vie et très drôle, très très drôle. Enfin, c'était pas un monstre sacré, inaccessible et difficile, pas du tout. Quoi. Ça, c'était... Et puis en même temps, il y avait une pensée, quoi, évidemment, ses écrits, c'est le côté un petit peu absurde et décalé par rapport aux penseurs reconnus, aux intellectuels à la mode et tout ça, il était très critique. Si vous voulez, il prenait avec le langage les mêmes distances qu'il prenait avec le temps, le mouvement ou autre. C'est quelqu'un qui était capable de, le mot que j'ai employé tout à l'heure, de dépassement. C'est-à-dire de sortir de ce que la réalité apporte d'immédiat, de ce que le langage apporte d'immédiat, pour chercher ailleurs, pour chercher justement ce qui ne serait pas dit autrement. Ce qui m'a toujours fasciné chez Paul Bury, c'est la passion qu'il avait pour l'écriture. Et quand je dis l'écriture, je vise à la fois le graphisme et ce que le graphisme peut consigner. Il y a des choses. Alors, c'est vrai, on connaît généralement de Paul le fontainier, le sculpteur, le graveur, le plasticien, le pionnier de l'art cinétique, enfin qui sont des catégories et des chapitres bien tranchés de ce que les spécialistes de l'histoire de l'art recensent. Mais on oublie cette passion de l'écriture et du graphisme. Pour lui, et c'est une phrase que j'ai retrouvée à plusieurs reprises dans ses travaux, pour lui, l'écriture est mouvement, les lettres dessinent l'acte de penser.